bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue, bon courage, c'est la dernière de la journée. J'espère que vous êtes bien installés. On va essayer de rester éveillés ensemble. Je sais que c'est un peu dur sur la fin. Moi, c'est Mathieu et aujourd'hui, on va parler de donner le pouvoir aux équipes pour mieux gérer la complexité dans la tech. Je suis super content de pouvoir faire ce talk ici à l'Agile Tour Bordeaux. C'est vraiment pensé comme un retour d'expérience. Je ne suis pas agiliste de formation. Moi, au départ, j'ai été dev et puis engineering manager derrière. Donc j'ai un petit peu appris l'agilité et tout ce dont on va parler sur le tas. Et donc c'est vraiment ce retour d'expérience et cette trajectoire finalement que je vais essayer de retranscrire. J'espère qu'il y aura des choses qui vous feront peut-être réagir, des bonnes pratiques que vous allez récupérer, des choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord, des discussions qui vont émerger. N'hésitez pas à les garder et puis à vous dire peut-être lundi en revenant au travail, tiens, il y a peut-être des choses dont on a parlé qu'on peut mettre en pratique. Et puis si vous avez des questions, je serais heureux qu'on en discute soit après ou demain. Je serai encore dans le coin. Voilà. Très rapidement sur moi, donc comme je disais, moi c'est Mathieu Lamiot, je suis engineering manager, donc directeur de l'ingénierie chez WP Media et aussi chez RankMath, parce que les deux appartiennent au même groupe, donc j'ai un peu un rôle transverse. Très rapidement, c'est des boîtes qui font des plugins WordPress, pour ceux qui connaissent un peu WordPress, donc pour gérer des sites web, de la performance web pour WP Media et plutôt de la SEO pour RankMath. Voilà, très rapidement, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour aujourd'hui. Bonjour, entrez, n'hésitez pas. On m'entend bien au fond d'ailleurs Ouais, très bien, super. Et il y aura le QR code à la fin, donc pour l'instant, je pense que vous n'avez pas encore de retour à me faire, donc j'espère. Et alors juste avant de commencer, merci à nos sponsors. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai passé une super journée jusque-là, donc c'est notamment grâce à eux. Donc voilà, on les remercie encore une fois. On est parti ? Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc comme je disais, moi je vais vraiment essayer de vous retransmettre le parcours que j'ai eu avec l'agilité et comment je suis rentré dans ces notions de management et de leadership d'équipe. Donc on va très rapidement, en quelques minutes, repasser sur quelques concepts un peu théoriques, juste pour qu'on parle de la même chose, qu'on ait les mêmes bases. Mais on ira très rapidement plutôt dans un exemple d'échec, un petit peu moi quand je suis arrivé dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, ce que j'ai observé et les points où j'ai vu que ça marchait pas trop, et on va essayer de comprendre avec le peu de théorie qu'on va voir pourquoi est-ce que ça marchait pas. Et puis après, concrètement, comment en un an, on a essayé d'inverser la tendance et on va faire un focus sur 3 points qui m'ont permis de redonner un peu de pouvoir aux équipes et qui ont, je l'espère, inversé la tendance. Et donc ce sera vraiment un retour très concret sur des méthodes, des approches qu'on utilise au jour le jour et quelques outils. Et puis ensuite, rapidement, si on a le temps, on fera le point sur où on en est aujourd'hui avec cette équipe-là et puis comment est-ce qu'on va itérer à l'avenir. Donc voilà, on va essayer je vais essayer de vous accompagner dans cette année et quelques d'aventure avec ces équipes-là. Avant ça, juste un petit retour, moi, dans mon arrivée, on va dire, dans le monde du management. Au départ, moi, je suis développeur. Puis un jour, on m'a dit, bon, Mathieu, tu vas devoir manager une équipe. Bon, ok. J'ai toujours été très scolaire, donc le premier truc que j'ai fait, j'ai tapé management dans Google. Et puis, j'ai commencé à lire, pour me dire, ok, dans quoi est-ce que je rentre. Et alors, j'ai toujours été très scolaire et j'ai fait des études scientifiques. Donc, un des premiers liens que je vois, c'est management scientifique. Je me dis, bingo, je clique, ça va me parler, on va être bien. On ne va pas rentrer dans le détail, mais je trouve que ça se résume bien par cette citation de Frédéric Taylor, comme ça tout le monde voit un petit peu de quoi on parle. Il dit que à son époque, l'art du management, c'est défini comme savoir exactement ce qu'on veut que les personnes fassent, et puis après, juste s'assurer qu'ils le fassent de la façon la plus optimale, la moins chère en tout cas, avec ses mots à lui. Ok, bon, ça se comprend bien avec l'exemple de la chaîne de production, finalement. On a une chaîne d'assemblage qui veut par exemple faire des vélos. Ok, bon, le vélo, on peut se dire, il y a une personne qui va réfléchir beaucoup, qui va dire, ok, c'est quoi la façon la plus optimum de construire un vélo? Quel outil j'utilise pour fixer la roue avant, etc. Il y a quelqu'un qui pense très fort à ça, qu'on sort un process, et puis après, chaque personne sur la ligne de production, elle a son process et sa façon de faire. On voit de très loin, on voit un peu l'idée, quoi. Ok, mais moi, on m'avait dit que j'allais manager une équipe de dev. Alors, c'est un peu loin de construire des vélos. Donc je me dis, ouais, mais moi, le problème, c'est que d'un jour sur l'autre, les bugs, etc., c'est pas toujours les mêmes, quoi. J'ai pas toujours le même vélo qui arrive. J'ai beau penser très fort, je sais pas comment avoir un process universel pour traiter le bug de front-end, le bug de back-end, la nouvelle feature, etc. Donc en fait, moi, je suis pas vraiment dans ce cadre de on fait des vélos, même si on élargit un peu, essayer de faire des scooters, il y a beaucoup plus de différences que ça, dans mon contexte. Donc ça ressemble plutôt à ça.
J'ai pris l'exemple de Yamaha, parce qu'effectivement, ils font de tout et de rien. Un jour, ils vont faire des motos, puis le lendemain, une batterie. Après, ça doit être un disque dur ou un lecteur CD, puis enfin un moteur de bateau. Et là, on se rend bien compte, on a beau réfléchir aussi fort qu'on veut, on ne va pas trouver un process, une façon optimale de faire pour que la ligne d'assemblage fonctionne de façon optimale pour tous ces objets en toutes circonstances, quoi. Donc, bien sûr, chez Yamaha, ça ne se passe pas comme ça. Mais on commence à comprendre, déjà de toucher du doigt, sans forcément mettre des mots concrets dessus, pourquoi est-ce que le management scientifique, dans un cadre un petit peu qui sort de ça, et on va essayer de mettre des mots sur ça, on voit qu'il va y avoir des limites. Bon, alors ok, on fait ce raisonnement-là, et on se dit, bon, on touche du doigt la limite, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de mettre des mots dessus, quoi, essayer de vraiment concrétiser ce qu'on commence à toucher du doigt. Et ça m'a amené à regarder le modèle Cinefin. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent très rapidement. C'est un modèle qui nous dit qu'on peut placer notre contexte, notre environnement, nos tâches finalement, selon deux axes. Le premier axe vertical, c'est à quel point c'est compliqué. En bas, c'est des choses simples. On prend l'exemple le vélo. Bon, le vélo, tout le monde comprend les liens de causalité, comment un vélo avance. On arrive à comprendre, ok, je pousse sur la pédale, ça entraîne la chaîne, ça entraîne la roue. On est sur des trucs pas trop compliqués. Le cerveau humain arrive à comprendre assez facilement. Et puis si on monte sur cet axe, on arrive sur des choses qu'on va appeler compliquées. Un exemple, pour rester un petit peu dans les moyens de transport, ça va peut-être être une Formule 1. Contrairement au vélo, moi là comme ça, je suis incapable de rapidement vous expliquer comment la Formule 1 fonctionne, pourquoi l'aileron il a cette tête-là, etc. Ça demande beaucoup plus de réflexion. Ça demande des équipes de techniciens, d'ingénieurs spécialisés pour comprendre les liens de cause à effet, pour optimiser comment fonctionne et comment construire une Formule 1. Mais on est encore dans le cadre où je mets beaucoup de monde là-dessus, je mets une équipe de spécialistes, ils vont réfléchir beaucoup et ils vont être capables d'optimiser petit à petit ce véhicule. Et c'est ce que font quand ils font dans la compétition de Formule 1. Hein. Tous les week-ends, ils ressortent la même voiture, ils vont chercher à l'optimiser pour le circuit du jour. Mais globalement, il y a une équipe, c'est compliqué, mais on s'en sort. Donc là, finalement, tant qu'on reste là-dedans, on est toujours un peu dans la chaîne de montage, quoi. Cette image-là, on pourra s'en sortir. Il faut juste beaucoup réfléchir, mais on va trouver l'optimum. Il y a un point optimum. Ce que dit ce modèle, c'est qu'il y a un autre axe. Pour l'instant, on va l'appeler peut-être variabilité, ou à quel point les choses changent. Le vélo, ça a été inventé il y a plusieurs décennies, ça fonctionne toujours à peu près de la même façon. Ça reste à peu près le même principe. Les Formule 1, alors certes, ça évolue, mais globalement, les voitures, ça n'a pas non plus, il n'y a pas eu d'énormes changements de la façon de faire une Formule 1. Il y a des innovations, mais globalement, elles ont toutes à peu près la même tête depuis plusieurs années. Donc, c'est un contexte qui ne change pas tant que ça. A l'inverse, on va prendre cet exemple-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, même au fond. On a un carrefour, donc il y a 4 entrées, 4 sorties. C'est super simple comme truc. Hein. Je veux aller d'un point A à un point B, je veux traverser la route. Il n'y a pas plus simple. Sauf que, il y a plein de monde qui fait un peu n'importe quoi. C'est vraiment chaotique. Je trouve que c'est une super image de chaotique. Ça a l'air de marcher, mais là, j'ai beau mettre une équipe d'ingénieurs, de techniciens spécialisés en véhicules pour me trouver la trajectoire optimale, le temps qu'ils réfléchissent à cette trajectoire-là, elle est plus valable. Parce qu'il y a quelqu'un qui a bougé, donc ça vaut plus le coup. Donc, ça permet de différencier finalement ce qui est compliqué, ce que le cerveau humain arrive à résoudre, même s'il lui faut du temps, et ce vers quoi on est incapable, l'humain ne sait pas trouver l'optimum. On n'arrive pas à comprendre comment ce truc-là fonctionne. Et puis, ce que dit notamment les personnes qui ont travaillé sur ce modèle, c'est que notamment le développement logiciel, on arrive vite dans cette zone-là, où en fait on a un peu le combo des deux, quoi. Et donc là, bon courage. Et c'est là où on va commencer à se dire, il va peut-être falloir mettre un peu d'agilité dans tout ça. Très rapidement, on en a déjà parlé, mais sur l'évident et le compliqué, c'est peut-être des choses que vous avez déjà vues, vraiment l'approche projet. Je peux réfléchir très longtemps, mais je vais m'en sortir. Je sais qu'aujourd'hui, je suis là, j'ai un projet, un cahier des charges qui me dit très précisément que je veux aller ici. Et ça va peut-être être compliqué, il y a peut-être des embûches un peu partout, mais en réfléchissant suffisamment, on va arriver à peu près à prévoir. Le terme prévoir est très important. Un chemin, on va pouvoir faire comme ça, voilà, prévoir sur une année. On sait que dans 3 mois, je serai exactement là, telle tâche sera finie, je pourrai démarrer, etc. Ça marche.
parce qu'on a de la visibilité sur un an. On n'aura pas de surprise, quoi. Alors, ça bougera toujours un peu, mais globalement, il n'y aura pas de surprise. Essayer de prévoir quelque chose comme ça avec le Carrefour que je montrais tout à l'heure, ouais, je ne sais pas ce qui se passe dans 3 secondes, quoi. Donc, on va plutôt être dans l'autre partie du tableau pour complexe et chaotique. Et pour essayer de mettre encore plus de mots et essayer de vraiment de comprendre de quoi on parle, on utilise souvent l'acronyme VUCA, volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Ce que ça nous dit, c'est qu'on est dans un environnement chaotique, voire complexe, quand il y a beaucoup de changements. Bah là, il y avait des voitures qui passent de partout, toutes les secondes, le contexte il a changé. C'est incertain, j'ai aucune idée de ce que la voiture qui arrive va faire, est-ce qu'elle va accélérer, freiner, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est extrêmement complexe, il n'y a pas de relation de cause à effet. Je ne sais pas, est-ce que si quelqu'un freine à l'autre bout du carrefour, qu'est-ce qui va se passer de mon côté? Sûrement qu'on peut mettre des modèles en place, mais pour le cerveau humain, c'est super complexe de comprendre. Et enfin, bah, c'est ambigu. On n'a pas forcément une bonne compréhension de tout ce qui va se passer, en tout cas de notre point de vue. Si moi je suis dans ma voiture, que j'essaie de traverser ce carrefour, bah, je vois peut-être 2-3 personnes freiner, mais je ne comprends pas ce qui se passe sur tout le carrefour, quoi. Donc le contexte est vraiment ambigu. Donc vraiment, ces 4 caractéristiques, on va dire, qui permettent d'identifier bah, quand l'approche projet, typiquement comme je montrais, va pas être pertinente, quand on va avoir vraiment ce besoin d'agilité et de petites itérations. Et donc juste pour illustrer tout ça par rapport au plan que je présentais tout à l'heure. Hop, est-ce qu'il veut bien, est-ce qu'il veut pas? Voilà. Bah, là, on est dans un cas où on sait à peu près où on est, on pense savoir où on va, mais on ne sait pas trop quel est le chemin, donc on essaye. Ah, on s'est pris un mur, je ne l'avais pas vu venir celui-là. Bon, et puis entre-temps, l'équipe produit m'a dit en fait, on ne veut plus aller là, on veut peut-être aller là maintenant. Ah, ok, bon, bah, on réessaye. Ah, cette fois, on a réussi, il n'y a pas eu d'embûche. Ah ouais, mais entre-temps, le marché, il a changé. Nos concurrents, ils ont fait autre chose, ou on a un nouveau besoin produit. Et donc, on va se créer, on est obligé finalement d'itérer, et c'est peut-être comme ça qu'on traverse notre carrefour, quoi. J'avance un petit peu avec ma voiture, je vois ce qui se passe, ok, le champ est libre, je continue, hop, je m'arrête, quelqu'un vient de passer devant, et on va itérer comme ça petit à petit jusqu'à atteindre notre point d'arrivée. La seule chose qui ne marche pas avec l'image du carrefour, c'est qu'on sait dans quelle sortie on veut aller. Dans la réalité, on ne sait peut-être même pas par où on veut sortir du carrefour. Voilà. C'est le seul point qui ne marche pas très bien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la théorie. Donc on a vu très rapidement le management scientifique, mais comment est-ce que ça peut avoir des limites, notamment avec la complexité et le modèle Cinefin qui permet de mettre des mots là-dessus. Et finalement, 4 critères, volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté, qui vont nous permettre de définir à quel moment on est vraiment dans ce qu'on appelle un environnement complexe. Fort de ces quelques bases théoriques, on va essayer de voir maintenant un exemple très pratique. Donc c'est fini pour la théorie. On va vraiment rentrer dans moi ce qui m'est arrivé en arrivant il y a un peu plus d'1 an maintenant chez WP Media, qui est une boîte qui existe depuis 10 ans, qui va très bien, etc. Et on me recrute là-bas en tant qu'engineering manager. Et on me dit, bah voilà, il n'y a jamais eu de manager dans la tech, donc ce serait bien de mettre un peu à jour toutes nos pratiques et puis de faire en sorte que l'équipe aille bien, quoi. Donc ok, on met les pieds là-dedans et je me dis, bon, bah, on va commencer par observer, quoi. Voyons ce qui se passe. Première chose, et donc là on va voir un petit peu ce qu'on fait à WP Media. Donc je prends l'exemple d'un de nos produits phares, WP Rocket, on s'en fiche en soi, mais c'est juste pour faire ensemble l'exercice de se dire, ok, est-ce que c'est un environnement complexe? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a plein d'endroits où c'est pas complexe. Peut-être qu'on est sur une chaîne industrielle finalement, comme au début, donc on n'a pas besoin de gérer la complexité. Donc on va essayer de retrouver nos 4 critères. Donc pour vous donner un peu de contexte, WP Rocket, c'est un plugin WordPress. Donc WordPress, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que c'est un logiciel que vous installez sur votre serveur et qui permet de créer un site web. Ça gère un peu plus de 40% des sites web dans le monde, donc c'est un truc énorme. Faut savoir que c'est complètement le code de WordPress et du coup de tous les produits qui vont avec en général sont open source et hautement customisables. Avec WordPress, vous pouvez faire votre blog perso, un site pour un journal, vous pouvez faire un site d'e-commerce, vous pouvez vendre des produits, donc ça gère vraiment un large panel de types de sites web. C'est hautement customisable. Et puis comme c'est open source, on a toujours des petits malins qui vont faire leur petite version sur le côté parce qu'ils ont besoin de leur petite fonctionnalité à eux, et c'est très bien. Nous, on fait un plugin qui rajoute des fonctionnalités sur WordPress, mais on n'est pas les seuls. Dans l'écosystème, il y a à peu près 50 000 autres plugins qui vont chacun rajouter leurs fonctionnalités et qui vont interagir entre eux.
Nous, on va par exemple optimiser la performance de votre site web. Si votre site web il a un plugin d'e-commerce, il faut aussi qu'on optimise le flux e-commerce. Donc en fait, on interagit finalement potentiellement avec ces 50 000 autres plugins. Il faut que tout ça fonctionne bien. Et bien entendu, comme nous, on se branche sur WordPress, on est dépendant du code de WordPress. Si le code de WordPress change, potentiellement, ça a un impact sur nous. Ce produit-là est utilisé sur plus de 4 millions de sites. Donc, vu le nombre de plugins, de mise à jour de WordPress, etc., ça fait en gros 4 millions de versions et d'environnements possibles. On optimise ce qu'on appelle les Core Web Vitals. Donc, on fait de la perf web. Donc, la perf web, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce domaine-là, en gros, c'est Google qui mène le marché. Et ils ont des métriques. C'est eux qui définissent, qui disent voilà, comment on considère qu'un site est performant ou pas. Et n'importe qui, il y a des outils Google gratuits, vous pouvez tester votre site web et Google vous dit voilà, ton site, selon ces critères, voilà, il a tel score, telle note. Et ces critères-là, ils peuvent changer, c'est à la main de Google complètement. Et ils changent régulièrement. Pour donner un exemple, il y a plus d'un an maintenant, ils ont dit finalement, la performance web qui impacte votre classement dans Google, avant, c'était sur votre version bureau, desktop de votre site. Un jour, ils ont dit maintenant, c'est sur la version mobile. Ça, pour nous, c'est un impact énorme. On n'optimise plus du tout la même chose quand on cherche à optimiser des sites bureaux ou des sites mobiles. Et ça, on s'y attendait, mais c'est un petit peu arrivé du jour au lendemain sans qu'on soit trop prévenu de la date. On fait de l'optimisation de web, donc on doit se tenir à jour sur les variantes d'HTML, JavaScript, CSS. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est des vieux langages, mais il y a encore beaucoup de mises à jour. CSS, il y a des nouvelles features très très régulièrement, des trucs super puissants. Il faut qu'on les prenne en compte pour aussi être au goût du jour et toujours proposer un produit à jour. Et puis on a une code base qui a plus de 10 ans. Je crois qu'on a passé les 500 000 lignes de code sur cette code base là. Donc bon, en termes de complexité, je pense que voilà, j'ai pas besoin de faire un tableau. Très rapidement, tout ça pour dire que en termes de volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, où est-ce qu'on en est? Volatilité, il y a des mises à jour de WordPress qui sont faites très régulièrement. On va avoir des changements de Google sur les Core Web Vitals, des mises à jour de ces langages-là très régulièrement. Donc oui, il y a de la volatilité, il y a des changements très très régulièrement sur la performance web. Incertain, oui, ces changements ils sont complètement incertains. On n'a pas de relation privilégiée ou notre mot à dire sur ce que WordPress va faire à l'avenir, sur ce que Google va faire à l'avenir. Ils ne nous parlent pas du tout, Google, on n'est pas du tout de la même taille. On ne sait pas ce que les 50 autres, 1000 autres plugins vont sortir, est-ce qu'ils vont créer des incompatibilités ou pas. Donc oui, c'est très incertain. En termes de complexité aussi, le nombre de lignes de code, je pense, le représente. Et puis, voilà, le nombre d'autres plugins d'interaction possibles sur 4 millions de sites web, on ne peut pas comprendre à l'avance ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. À un moment, il faut observer. Donc, on coche toutes les cases de l'environnement complexe, quoi. Donc, voilà, ça, c'est le premier constat que je fais en arrivant. Je me dis, OK, super, on va pouvoir s'amuser avec un peu d'agilité dans cette nouvelle entreprise. OK, continuons notre observation. Et maintenant, allons voir comment l'équipe dev, comment l'équipe tech elle gère au jour le jour, comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc je me dis, wow, super, ils ont un board. C'est bien ça pour l'observabilité. Moi, je vais pouvoir voir tout de suite ce qui se passe, comment ils interagissent, etc. Donc c'est un board très classique pour ceux qui côtoient des équipes de dev ou qui sont dev. On a une équipe, une colonne à faire, une colonne en cours, une colonne en attente de revue de pair, une colonne en attente de validation des tests, et puis une colonne, ça y est, c'est prêt à partir en prod. Somme toute très classique. Ok, mais quand on regarde ça et quand on regarde comment ça fonctionne, en fait, on tombe dans un biais qui est assez important. C'est au jour le jour, on a dans notre cas le product owner qui va mettre des nouvelles idées, des nouvelles features, des nouveaux bugs dans les choses à faire. Ok, c'est lui qui gère ce sur quoi on va travailler. Quand ils ont le temps, il y a un développeur qui prend une tâche, qui dit ok, je la code, je la mets in progress, je code. Une fois que j'ai fini, je l'envoie en demande de revue par un pair. Et puis, voilà. Un jour, si quelqu'un a le temps, un autre développeur numéro 2, va prendre ce bout de code qui doit être revu. Il va faire sa revue. Dans la plupart des cas, il va dire « Ouais, ça a l'air bien, je vois rien d'effarant, on envoie au test. » Bon, dans certains cas, ça revient, mais globalement, ça avance. Et puis, alors à WP Media, on a la particularité d'avoir des QA engineers. Et quand je suis arrivé, leur boulot, c'était pas des QA engineers, c'était des testeurs en fait. Ils faisaient les tests. Donc, ils avaient une colonne ready for QA, ils prenaient ce qui arrivait là-dedans, ils testaient. Ok, ça a l'air pas mal.
On envoie en QA done, donc là c'est que c'est prêt, et puis de temps en temps, le product owner, quand il a besoin de faire une release, il passe sur le board, il dit ah super, j'ai 4-5 trucs là en QA done, je les mets ensemble, ça fait une version et c'est parti. Somme toute, pourquoi pas? En fait, on a recréé une ligne d'assemblage, quoi. On est vraiment dans la ligne d'assemblage. Chacun a son rôle, moi je développe, moi je revois, moi je teste. On a vraiment recréé la ligne d'assemblage. Donc, on commence déjà à se douter avec tout ce qu'on a vu que ça va peut-être avoir des petits problèmes. Mais bon, pour l'instant, on observe. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit extrêmement souvent. Pardon, hop, tac. Ce type de board-là, on le voit souvent, c'est super bien pour l'observabilité. Mais il faut être conscient de ce biais-là, on peut vite tomber dans le côté ligne d'assemblage. Et puis, il y a juste un développeur qui, au jour le jour, je ne le vois pas interagir avec ce board. Je me dis, bon, peut-être qu'il fait autre chose, donc je vais le voir. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je ne te vois pas trop dans ce board-là. Est-ce que tu as une équipe? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu fais? Et il m'explique qu'en fait, tous les 3 mois, on doit sortir ce qu'on appelle une version majeure, vraiment une nouvelle feature, une grosse nouvelle feature, quoi. C'est la règle de produit, tous les 3 mois, il y a une grosse nouvelle feature. Il me dit, là, sur les 3 mois en cours, c'est moi qui suis responsable de ça, donc il me dit... alors il était tout content, il me dit mais bon, on fait les choses bien quand même, on a coupé en plusieurs bouts. Donc il me présente ça sur GitHub pour ceux qui connaissent l'interface. Il me dit tu vois, on doit livrer ça plutôt fin août. Donc en fait, on a prévu, j'ai découpé en 4-5 tâches différentes. Alors on est sur des tâches, on ne voit pas forcément bien. Elles prennent chacune au moins entre 1 et 2 semaines. Celle-ci prend un peu plus d'1 mois. Et celle-ci, pareil, un peu plus d'1 mois. Donc il dit voilà, je les fais. À chaque fois qu'elles sont faites, quand même, je les envoie en revue pour avoir un avis de mes pairs. Et puis à la fin, donc on a commencé mi-juin, il dit à la fin, là, début août, on a quand même prévu 4 semaines de tests. Donc c'est bien, on devrait avoir le temps de tester, il n'y aura pas trop de soucis, quoi. Puis on envoie en prod fin août. Ok, là on a recréé la planification projet de tout à l'heure. On est vraiment sur le même schéma. On est sur du cycle en V, du waterfall, ce genre de choses, on est en plein dedans. Ok, bon, à la limite, si ça marche pour eux, pourquoi pas, hein. Donc voilà, ok. Fast forward to fin août, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces revues-là, il y a 1 semaine ou 2 semaines de code de ce développeur-là, il envoie ça en revue, c'est le seul à bosser sur le sujet. Et moi, je suis un autre développeur, je vois arriver son code et je dois faire une revue. J'ai jamais entendu parler du projet, je sais pas ce qui se passe, je sais pas quel est l'objectif, je lui ai jamais parlé, enfin vraiment, j'ai aucun contexte. C'est le syndrome de la looks good to me review, je ne sais pas si ça parle à certains. Vous prenez 300 lignes de code, vous n'avez jamais entendu parler, on vous demande un avis dessus. Ouais, de loin, ça m'a l'air pas mal, looks good to me. Mais je ne vais pas m'impliquer personnellement, quoi. Je ne sais même pas ce qu'on me demande. Donc, pas d'engagement, manque de contexte. Voilà. Il n'y a pas de valeur. Cette revue, elle n'a pas de valeur, en fait. Ou très peu. Le pauvre développeur, il fait de son mieux. Il est tout seul sur ce projet-là. Il n'y a pas de mauvaise volonté, mais forcément, il n'a pas de feedback. Personne ne vient le challenger. Le product owner, il lui a donné un scope au début. À aucun moment, il était prévu qu'il y ait des tests ou des livrables intermédiaires. Donc, manque de feedback. Le développeur, il a pensé à certains use cases, mais forcément pas à tous. Peut-être donc, on a eu plein de trous dans la raquette, des use cases juste oubliés. On n'y avait pas pensé. Parce qu'il n'y avait pas de feedback. Pas de feedback, pas de discussion, forcément, il y a un manque d'innovation. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, le développeur, c'est appliquer ce qu'il connaissait. À aucun moment, il a eu une discussion avec quelqu'un d'autre pour ah tiens, on pourrait essayer une autre approche. Il n'y a pas eu cette stimulation-là, quoi. Donc, zéro innovation, pas de changement, pas de challenge, aucune discussion. Et quelque chose qu'on a vu, et ça pour le coup après, c'est que ok, ça part en prod, c'est parti en prod à peu près à la date prévue. Forcément, il y a eu des bugs, hein, on s'y attend. On avait du coup une seule personne capable de traiter les problèmes. C'était le seul pendant 3 mois qui avait travaillé dessus. Donc forcément, un manque de réactivité énorme derrière pour être capable de traiter tous ces sujets-là. Donc on voit bien que tout ce qui est réaction au changement, volatilité, incertitude, on a 3 mois d'effet tunnel, hein, donc il n'y a aucune adaptabilité à ces changements-là. La complexité, on passe complètement à côté. La personne est toute seule. Elle n'a pas l'énergie mentale et le temps de réfléchir et d'aller se challenger pour résoudre des problèmes plus complexes. Donc, il y a plein de complexité qui a été oubliée. Et puis, l'ambiguïté est terrible. Hein. Si le product owner, au départ, n'était pas 100% aligné avec ce qu'il avait demandé au dev, enfin que les deux ne s'étaient pas super bien compris, 3 mois plus tard, forcément, on a visé à côté, quoi. Donc, il y avait
une forte ambiguïté, et on est incapable dans ce schéma-là d'y répondre. Ce que ça crée, et c'est là-dessus qu'on terminera cette observation, c'est qu'on a release, donc ça a été release le 31 août 2023. Ce qu'on a considéré après comme le dernier bug majeur, c'est-à-dire qu'il y a toujours des petits trucs à améliorer, mais vraiment le dernier bug majeur corrigé, c'était 19 mars 2024. J'en vois grimacer. Pour ceux qui ne se rendent pas forcément compte, c'est énorme. Hein. On parle de 3 mois de développement pour, il y a quoi, 6 ou 7 mois, en gros, entre le moment de la release et vraiment le dernier bug majeur corrigé, 6 ou 7 mois. C'est 13 items dans les changelogs, et je ne parle pas d'amélioration, je parle de bug fixe, vraiment. 13 items suite à... Voilà. Donc en 3 mois, on a créé 6 ou 7 mois de travail. C'est génial. On a toujours du travail pour toujours, quoi. Et on a mis super longtemps à répondre parce qu'en fait, dès qu'il y avait un ticket, un bug, en fait, c'était c'est un tel qui a fait ça. En fait, c'est le ticket, il est que pour lui, il n'y a que lui qui sait y répondre, quoi. Voilà. C'est la fin de cette observation-là. Et maintenant, on va voir comment on y répond. Mais juste avant, petite parenthèse. Moi, en observant ça, alors bon, certes, on se dit qu'il y a plein de choses à faire, mais il y a un truc qui est génial, je trouve, avec cet exemple-là, c'est qu'on a un exemple concret de dette technique. Moi, la dette technique, on en entend toujours parler, et on se dit, c'est une sorte d'entité, des fois, on a du mal à mettre les mots sur comment ça arrive, d'où ça vient, comment est-ce qu'on en arrive là. Là, on l'a l'exemple. 3 mois de travail pour créer 6 mois de travail derrière. C'est exactement ça, la dette technique. Pour ceux qui ne sont pas forcément super au courant du phénomène de dette technique, l'idée, c'est de dire qu'au quotidien, dans la tech, vous avez, vous avez 7 ou 8 heures de travail par jour. Sur ces 7 ou 8 heures, quand vous partez d'un projet de zéro, vous êtes 7 ou 8 heures vraiment productifs à créer de la valeur. Et puis quand vous êtes sur un gros projet qui a des antécédents, qui a des bugs ou des choses pas simples à utiliser, sur ces 7-8 heures, vous passez une petite quantité de votre temps à juste naviguer cette complexité-là. Et vous perdez un peu de temps. Bon, quand il y a quelques frictions, ça va, vous perdez peut-être 5-10% de votre temps, on s'en sort. Mais plus ça va aller, là typiquement 3 mois de travail, on crée 6 à 7 mois de friction, plus ça va aller, plus votre temps va être dédié à juste payer la dette. On est en train de faire, en tout cas notre gouvernement est en train de faire le budget, on parle beaucoup de la dette, c'est vraiment ça. Plus on va reporter le moment de payer cette dette et d'éponger cette dette, plus on va s'enfoncer et plus ça va être dur de revenir. Le problème, c'est que c'est un effet boule de neige, parce que le moral, c'est pareil. Hein, quand vous êtes productif toute la journée et que vous délivrez de la valeur pendant 7 heures, vous êtes super content, vous faites plein de nouveaux trucs. Quand vous avez passé votre journée à juste comprendre pourquoi vous avez une ligne qui n'a jamais posé de problème, qui d'un coup se met à poser problème, vous ne savez pas pourquoi, votre moral, il est à zéro. Et on y arrive vite. Hein. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est souvent... la dette technique, elle est souvent reportée. Les techs, en général, voient très bien ce que c'est. Ils arrivent à l'identifier, mais c'est difficile à identifier pour les personnes qui prennent les décisions. Côté produit, on n'est pas forcément familier, on ne comprend pas forcément d'où ça vient. C'est compliqué à sentir. Les décideurs, ça ne leur parle pas du tout. Dire je vais régler de la dette technique, ça ne rapporte pas de business, quoi. En tout cas, pas à court terme. Donc, pourquoi est-ce qu'on prioriserait ça? Et il y a un vrai effet boule de neige. Donc là, ce qui est bien avec cet exemple et cette observation, moi, quand je suis arrivé dans cette boîte, je me suis dit c'est génial. J'ai enfin un super exemple de dette technique. Donc voilà, je trouve qu'il est intéressant à partager. Parce que moi, j'ai toujours cherché un vrai exemple pour essayer de comprendre d'où ça venait. Je trouve que là, on en a un parmi tant d'autres. Bon, il n'y a plus qu'à trouver des solutions maintenant. Voilà. Donc, ça n'a pas été facile, mais je voudrais qu'on revienne sur trois axes. Je ne dis pas que c'est les seuls, mais qui, je pense, sont les plus importants. Et on va voir vraiment des méthodes très concrètes de ce qu'on fait aujourd'hui dans cette équipe pour essayer de changer un peu la donne. La première chose, c'est casser ce côté chaîne de production qu'on a vu et cette espèce de planning projet. Essayer vraiment de casser cette dynamique-là. Comment on fait ça? On se rappelle l'idée du talk, hein, c'est donner le pouvoir aux équipes. Pour donner le pouvoir aux équipes, il faut une équipe. Il ne faut pas des individus, il faut une équipe. Donc, ce qu'il faut vraiment chercher à faire, moi c'est ce que j'ai cherché à faire, c'est surcommuniquer sur des objectifs d'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, regardez vous dans vos équipes, vous avez sûrement ce cas-là de quelqu'un peut-être au support, au marketing ou au produit qui vous dit « Ah, j'ai pingé directement un tel sur tel sujet, sur tel bug, parce que je sais que c'est lui qui s'occupe de ça. Donc, plutôt que de déranger l'équipe, je l'ai pingé directement. » Ça part d'une super bonne volonté. Mais du coup,
lui, il a un objectif et chaque personne dans l'équipe va avoir ses propres bugs à traiter. On n'a pas d'objectif d'équipe. Là, il n'y a pas d'équipe. Elles sont peut-être que cette équipe est sur un organigramme, mais en réalité, elle n'existe pas. Donc il faut s'assurer qu'on va communiquer sur des objectifs d'équipe. Des trucs tout bêtes, c'est si vous utilisez des mails, mettez en place une adresse mail qui renvoie derrière à toute l'équipe, et dites aux personnes, utilisez cette adresse mail, n'utilisez pas des mails perso. Sur Slack, nous on est sur Slack, on a des pings pour les équipes. Et dès que je vois un ping de quelqu'un en particulier, je sais que ce n'est pas une mauvaise intention, mais c'est gentiment expliqué à la machine à café cette démarche-là pour dire, bah, tu vois, tu as pingé Nicolas. Effectivement, il va peut-être traiter le truc plus rapidement, mais tu sais, il est en vacances dans 2 semaines. Si c'était arrivé dans 2 semaines, on aurait eu personne, quoi. Donc, il faut commencer à expliquer qu'on a besoin que l'équipe entière soit capable de réagir. Donc, c'est des petits trucs comme ça, mais s'assurer que la communication est vers l'équipe et pas vers les individus. Ça va commencer à créer pour que tout le monde ait le contexte finalement et que petit à petit, tout le monde ose se saisir potentiellement de tout le scope de l'équipe et pas de son scope individuel. La deuxième chose pour favoriser le travail d'équipe, une fois que tout le monde a ce contexte grâce à des objectifs d'équipe, c'est prioriser l'efficacité avant l'efficience. Et alors là, moi, je me suis éclaté sur ce sujet-là avec cette équipe. Et je trouve que cette citation est assez intéressante d'Edward Deming qui nous dit pour optimiser l'ensemble, ou là dans notre cas pour optimiser l'équipe et la delivery de l'équipe, il faut sous-optimiser les parties. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, peut-être que c'est OK que votre dev ne fasse pas du dev pendant toute la journée. C'est peut-être OK que votre QA engineer ne fasse pas de la QA toute la journée. Si, au global, ça permet à l'équipe de produire plus. Et concrètement, moi, ce que je disais, c'est à des développeurs, je dis, bah, tiens, regarde, on prend le board, tu n'as rien en cours. Donc peut-être que là, tu vas te dire, qu'est-ce que je fais après? Alors, qu'est-ce que tu veux faire après? Il me dit, bah, là, je vais dans To-Do, je prends la prochaine tâche. Il me regarde. Il y a 3-4 trucs en review, dont des trucs à toi. Est-ce que tu n'aurais pas envie d'essayer de les faire avancer, par exemple? Il me dit, bah ouais, mais. Et ça se comprend très bien. Et je pense que c'est important d'avoir ce raisonnement-là. Je ne sais pas si on a des devs dans la salle qui pourraient avoir ou un jour ou le même raisonnement. Il me dit, ouais, mais si je passe du temps à aller chercher quelqu'un et lui dire, tiens, fais une revue pour moi, s'il te plaît. Je le prends par le col, là, hop, tiens, fais-moi une revue, s'il te plaît. J'ai peur de le déranger, il est dans son flow, donc forcément, j'ai pas envie de le casser son flow. Et puis, en fait, moi, j'ai d'autres trucs à faire, donc finalement, je peux faire ça en attendant. Et puis, on trouvera un moment. Et donc, ça part d'une super bonne idée, mais ça, on parle d'efficience, c'est-à-dire qu'on cherche à maximiser son temps actif, en quelque sorte. On néglige l'efficacité. Et ça, moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé, parce qu'effectivement, si on va prendre 2 personnes par le col, on dit, OK, maintenant, vous parlez, vous faites une review, ils vont le faire parce que tu es le manager et que tu leur as dit de le faire, mais 3 jours plus tard, enfin, on ne va pas avancer comme ça, quoi. On n'est pas à la garderie, c'est pénalisant pour tout le monde. Moi, ce que j'ai mis en place là-dessus, c'est d'essayer d'établir les règles, ce qu'on appelle les règles significatives les plus simples. On se rappelle des pirates ce matin, ils disaient il y a le code des pirates, ils sont mis d'accord ensemble. C'est des règles super simples, mais au moins on les retient. C'est un truc qui vient de Conto. Alors, j'ai pas pu mettre en place chez nous parce qu'on est en full remote, mais chez Conto, ils ont cette règle. Ils disent quand tu es développeur, et d'ailleurs je crois que c'est pour tout le monde, il me semble, chez Conto, tu as le droit de ne faire qu'un seul truc en cours à la fois. Quand ils disent en cours, c'est tu travailles, tu le dev, mais quand tu as quelque chose à toi qui est en attente de revue, c'est encore considéré en cours. Tant que la revue et le test n'est pas passé, tu n'as pas le droit de prendre quelque chose d'autre. Et des personnes que je connais là-bas m'ont dit c'est assez strict. Hein. Si tu prends un deuxième ticket, tu te fais taper sur les doigts. Donc là, à un moment, avec cette règle-là, tu es livré à toi-même, tu dis ok, j'ai fini mon dev, j'ai pas le droit de faire autre chose. Donc qu'est-ce que je fais? Là, tu n'as plus le choix. Là, tu vas aller chercher quelqu'un d'autre. Et tu vas lui dire écoute, j'ai pas le choix, il faut que tu me fasses une revue. Et lui il va dire mais moi j'aurai le même. Et donc, en mettant ces petites règles-là en place, elles peuvent paraître absurdes au début, mais en fait, on va donner un cadre. On va pas forcer les gens, mais enfin, on va très fortement les aiguiller à optimiser leur façon de faire dans ce contexte-là. Et du coup, d'eux-mêmes, ils vont devoir aller se parler, s'organiser des moments de review, peut-être faire du peer coding. Et ça donne, en fait, ça permet de faire émerger ces pratiques-là sans forcément les imposer, parce que ça ne marche pas. J'ai essayé de dire, maintenant, vous faites du peer coding, vous mettez ensemble. On le fait parce que le chef a demandé, mais en fait, c'est pas du tout la bonne dynamique, quoi. Et c'est pas vers ça qu'on veut aller. Donc, c'est vraiment trouver les règles simples, les significatives les plus simples. Nous, dans notre cas, on est en full remote, donc des fois, on n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires. Je ne peux pas dire, là, tu attends quelqu'un qui fasse ta revue, tu es bloqué, si tu es seul connecté à ton moment, à l'heure qu'il est. Voilà. Donc, on est obligé d'adapter. Forcément, il faut s'adapter au contexte. Mais nous, dans notre cas, on a commencé avec, il fallait que toutes les pull requests soient faites sous les 24 heures.
il fallait, ou en tout cas qu'il y ait un premier retour dans 24 heures. Il fallait que la tâche, si elle était, non, elle est sizée, on fait du t-shirt sizing, mais bon, si elle est sizée en gros 2 jours, au bout de 2 jours et demi, si elle est toujours in progress, il faut se poser la question. Puis après, ça a été raffiné avec les besoins de l'équipe. Mais déjà, pour commencer la dynamique, on leur impose des règles simples et puis on voit ce que ça donne. Chose importante, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est super simple à faire, mais il faut le faire. En tout cas, moi, c'est ce qui a marché le mieux. Ces règles de base, c'est une charge mentale en plus, quoi. On a tous plein de trucs à faire toute la journée. Je ne vais pas aller regarder, tiens, tel code review, depuis combien de temps elle est là, etc. Ça s'automatise super bien. Et en fait, la force de l'automatisation là-dessus, c'est que ce n'est pas un collègue ou ce n'est pas votre chef qui va vous faire la remarque de tiens, regarde, tu as ta PR qui est en retard. C'est un script, c'est le script de l'équipe, quoi. Et donc, on n'est plus dans le ah tiens, je me fais juger par mon chef ou mon collègue qui trouve que je suis en retard, etc. On rentre dans une dynamique qui dit ah bah c'est juste l'outil que l'équipe a mis en place, le petit script. Nous, c'est un petit script sur Slack qui nous ping avant le daily, qui dit oh les gars, regardez, il y a ces deux PR là qui sont un peu en retard. Et ça change complètement la discussion. C'est plus du tout, il faut le faire parce que le chef il a dit qu'il fallait le faire. C'est ah, les gars, on s'était mis d'accord pour que ce soit 24 heures. Là, on ne tient pas nos engagements. Comment on peut faire? Tout de suite, vraiment, pour moi, ça a vraiment transformé la discussion, de dépersonnaliser, si je puis dire, l'origine du feedback. Et c'est super simple à faire. Si vous utilisez GitLab, GitHub, vous avez des outils pour faire ça. C'est super simple. Donc voilà quelque chose que je recommande vivement. Et chez nous, du coup, voilà comment ça se présente aujourd'hui. De ces règles, on a obtenu des SLA, donc on a gardé les 24 heures pour la code review. Et tout ça, c'est observable, c'est ultra important que l'équipe puisse regarder où elle en est sur ces SLA. Il ne faut pas que ce soit juste une règle qu'on impose, il faut qu'ils puissent voir des dashboards, des choses auxquelles ils ont accès. On peut très rapidement, avec un peu de jeu de données sur GitHub, sortir des indicateurs comme ça, qui vont nous dire on est resté, en moyenne, on reste à votre PR ou votre MR, elle reste chez nous, quand j'ai pris ce screen, elle était 16 heures avant de bouger. Pareil, on s'est mis la même chose sur le temps avant qu'on commence les tests. Il ne faut pas que quelque chose reste en attente de test pendant plus de 24 heures. Et dernièrement, on avait un gros focus sur, on s'est mis à mesurer vraiment le temps entre le moment où je passe de to do in progress, donc où je commence ma tâche, et le moment où ça arrive en done. Donc là, c'est plus sur l'intégralité du cycle, c'est quelque chose que l'équipe a voulu mettre en place, parce qu'ils avaient vu que ce truc sur la review, ça marchait bien. Donc après, ils se sont saisis de ça, et moi, ça, j'y touche plus. Maintenant, c'est à leurs mains, ils ont compris, et je ne les regarde pas, en fait. C'est vraiment pas un outil de reporting, c'est un outil d'amélioration continue pour l'équipe. S'ils veulent m'en parler, ils peuvent, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas, quoi. Tant que pour eux, ça marche. Et vraiment, cette démarche-là d'éviter le top-down là-dessus, ça marche vraiment super bien, je vous le recommande. Voilà. On a ces call to action qui sont responsabilisants, ces petites alertes là que vous avez vues sur Slack. On rappelle à chaque fois qui est le owner du ticket, qui est responsable du ticket. Ça permet aussi de prendre conscience et entre guillemets, il y a un call to action, c'est nominatif. Alors là, super, j'ai mis un icône pile devant le nom, mais je vous assure, derrière ça, il y a le nom normalement de la personne. Ça permet de responsabiliser, ça fait que la personne arrive au daily et dit « Ah, j'ai vu mon nom, ça, au début on m'a dit j'aime pas avoir mon nom sur l'alerte ». Je dis « Mais c'est pas grave, on ne pointe pas du doigt, c'est juste au moins il y a une personne qui est responsable de ce truc-là ». Et en fait, voilà, ça leur permet d'amener quelque chose au daily, et donc ça fonctionne. En tout cas, chez nous, ça fonctionne vachement bien. Tiens, on a un exemple là, où on a notre très cher Gaël Robin qui avait quelque chose qui était resté in progress un peu longtemps. Et derrière, on le voit d'ailleurs, derrière sur ces threads-là, moi ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'en fait, ils se mettent à parler entre eux. Le Gaël qui a dit « Ah les gars, j'ai une galère sur ce truc-là, je suis bloqué depuis 2 jours, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?» Peut-être qu'il n'aurait pas osé aller demander s'il n'y avait jamais eu une alerte, il serait resté bloqué peut-être 3, 4, 5 jours. Ben là, en fait, juste en pingant quelqu'un, ils ont pu commencer à échanger. Donc nous, en plus, dans un contexte full remote, c'est ultra bénéfique, quoi. Ça a vraiment créé cette dynamique-là. Et puis on a un contexte hebdomadaire régulièrement, que ce soit moi ou le product owner, on leur explique un petit peu les enjeux des sprints à venir, etc. Et on essaye au maximum de pinguer l'équipe et de ne pas pinguer les personnes. Ne pas dire bah, toi tu feras ci, toi tu feras ça. C'est vraiment l'équipe, voilà vos objectifs. Comme ça, chacun peut choisir un petit peu comment l'équipe doit travailler là-dessus. Voilà pour essayer de dynamiser un petit peu la collaboration et le focus. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était une approche, une façon de faire de quelque chose d'un peu plus général qu'on appelle l'approche self-service. On va en prendre quelques exemples et juste pour expliquer d'où ça vient, l'idée de départ c'est la prise de décision, ça scale pas, ça passe pas à l'échelle.
Vous avez sûrement ça aussi dans vos contextes à vous, où il va y avoir peut-être... chez moi, ça le faisait beaucoup avec les managers et avec les experts ou les spécialistes. Par exemple, le staff engineer qui est le responsable PHP chez nous, par exemple, qui est l'expert PHP. C'est des gens qui vont se retrouver sollicités par énormément de personnes différentes. Le product manager qui va dire à l'expert PHP, ah, tiens, est-ce que tu penses que ça, vu de loin, combien de temps ça va prendre? Est-ce qu'il faut qu'on le split sur plusieurs sprints? Vraiment, en première approche, qu'est-ce que tu en penses? Un back-end dev qui va demander à l'expert PHP, ah tiens, j'aimerais bien qu'on mette en place, ou j'ai un problème avec les tests, la couverture de tests, est-ce que tu peux regarder? Je ne comprends pas comment ça marche. Un dev PHP qui demande à l'expert PHP, ah tiens, tu pourrais me faire ma review parce que là, c'est une PR un peu compliquée, j'ai besoin de l'expert pour faire ça. QA engineer, enfin, et donc l'expert PHP, en fait, il se retrouve à faire du context switching tout le temps. C'est pareil pour les managers. Enfin, voilà, toutes les personnes qui peuvent être un peu centrales comme ça dans une organisation. On fait du context switching tout le temps. Et du coup, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas exactement quel est le besoin du back-end dev, donc de toutes ces personnes-là. Donc on estime, mais on n'est pas sur le terrain, on n'est pas les bonnes personnes pour prendre les décisions les plus informées. Quelques exemples qu'on rencontre souvent, c'est dès qu'on a des équipes de développeurs et de DevOps séparées, on a souvent le cas du développeur qui veut mettre un nouveau service en prod, qui doit faire un ticket au DevOps, qui doit demander l'autorisation de provisionner des machines. Ça va prendre 3-4 jours. Le DevOps, il n'a aucune idée de ce que fait cette application. Donc en fait, il ne peut pas appliquer son expertise pour conseiller quel type de déploiement et de quel type de déploiement il a besoin. Mais il faut que ça passe par l'Ops. Bon, bah, c'est comme ça. On avait beaucoup le cas de l'équipe product ou de l'équipe marketing qui voulait un peu comprendre nos comportements utilisateurs et qui demandait à chaque fois à un dev, est-ce que tu peux rechercher telle info dans la base de données et me sortir telle métrique? Bah ouais, mais le dev, il sait pas forcément. Peut-être qu'ils ne se comprennent pas. Le marketing demande une info, le dev l'interprète, donc il perd du temps pour faire une query SQL. Et puis peut-être qu'il ne va pas sortir exactement la donnée que le marketing voulait. Donc on n'est pas bien aligné. Les développeurs qui vont vouloir faire les tests, mais qui ne savent pas ou qui n'ont pas d'environnement de test facile à utiliser, qui vont devoir à chaque fois demander un QA. Enfin, voilà, on a vraiment ces goulots d'étranglement, ces experts. Et quand on dit expert, c'est pas forcément le titre d'expert, mais c'est expert dans son domaine au sein de la boîte. Ça crée de la frustration pour tout le monde, parce qu'on a cet effet goulot d'étranglement. L'expert, il manque cruellement de contexte, donc bah, en fait, il fait juste passerelle dans beaucoup de cas, mais concrètement, il ajoute peu de valeur, il est sur des tâches à faible valeur ajoutée. Nous, on avait notre staff engineer PHP qui passait sa journée à faire des code review de PHP, parce que le développeur disait bah, tout ce qui est PHP, il faut que ça passe par le spécialiste PHP. Donc avoir un expert qu'on paye le salaire d'un staff engineer qui fait des revues toute la journée, bon, c'est peut-être pas le meilleur choix, quoi. Et puis forcément, il y a un manque d'ownership. Moi, je suis développeur, je fais du PHP, je l'envoie en revue au spécialiste PHP qui valide, ça part en prod, il y a un problème. Bah, le développeur, bah ouais, mais moi j'avais demandé au spécialiste, il ne l'a pas vu venir. Et le spécialiste qui dit, bah ouais, mais moi je fais du context switching, je ne savais pas exactement de quoi on parlait. Donc en fait, il n'y a pas d'ownership dans un système comme ça, quoi. Chacun traite sa tâche, mais personne ne se sent responsable. Donc globalement, on prend des décisions de mauvaise qualité. Et c'est une approche souvent on part de là et on va vers ce qu'on appelle une approche self-service, où en fait le spécialiste, il doit se détacher au maximum de ça, et en fait son rôle, ça va être de construire une plateforme, d'encadrer les activités, mais de ne pas le faire lui-même. Pour vous donner un exemple, c'est un mouvement qu'on voit beaucoup dans le DevOps actuellement, où les DevOps n'ont plus forcément la main sur la production. En tout cas, c'est plus eux qui font les opérations, mais ils vont développer des outils. En fait, on fait une démarche produit. Les DevOps vont développer des outils pour que les développeurs aient eux-mêmes accès à la prod, en mettant peut-être quelques garde-fous, en mettant des guidelines, des procédures de review automatisées. Mais aujourd'hui, chez nous, on fonctionne comme ça. Tous nos développeurs ont accès direct à la prod, ils peuvent provisionner des nouveaux clusters, des nouvelles machines à la demande via un outil. Et les DevOps sont simplement là s'il y a besoin d'aide ou s'il y a besoin de conseils et pour enrichir cette plateforme, s'il y a des nouveaux besoins. Mais on ne les contacte pas du tout au jour le jour pour ah tiens, il faut augmenter la RAM de tel serveur parce que ça n'a aucune valeur ajoutée. Et du coup, le développeur, il est vraiment responsable de son développement, du code, jusqu'à la production et jusqu'au maintien dans la production. Parce qu'il y a accès, on lui donne les outils pour le faire. Côté data, c'est pareil. Nos développeurs, ils en avaient marre de faire des queries SQL pour le produit ou le marketing. On a mis des outils en place, des outils de no-code qui permettent de faire de l'exploration de bases de données. Donc ça met un peu de temps à mettre en place, mais maintenant, les développeurs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est documenter leurs données
Et derrière, elle est exploitée par des outils no-code. On utilise Metabase pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez, c'est génial. Ça fait tout. C'est open source, c'est super. Et ça permet vraiment à n'importe qui d'explorer, un peu comme un tableau Excel. Quelqu'un qui sait faire de l'Excel, il saura faire du Metabase et il peut explorer et sortir des données utilisateurs. Le développeur est là pour fournir une assistance, s'il y a besoin, pour poser des questions sur d'où vient la donnée, etc. Mais globalement, il n'est plus dans le chemin critique. Notre QA, notre équipe QA ne fait plus trop de tests eux-mêmes. Leur boulot maintenant, c'est de maintenir et de provisionner des environnements de test clés en main pour que le développeur puisse dire bah voilà, j'ai un site, je m'y connecte directement, j'ai des process pour directement installer les outils de test, etc. Il y a tout clé en main. Et donc, ils sont là pour venir les aider sur la mise en place s'il y a de nouveaux besoins, mais globalement, le développeur, il est capable de tout faire de A à Z. Et donc le rôle de l'expert, ça va vraiment être de construire cette plateforme. Donc en fait, on fait de la démarche produit au sein des différentes spécialités, quoi, finalement. Il va fournir la plateforme, il délègue au maximum, et après, il se concentre sur vraiment de l'aspect formation, rester au top des best practices, faire des dojos, voilà. Mais il a un scope qui est un petit peu différent. Et ça permet d'arriver sur ce qu'on appelle l'équipe diamant. C'est-à-dire qu'on va énormément responsabiliser les développeurs, et donc plutôt que d'avoir beaucoup de juniors, un peu de seniors et très peu d'experts, on va vraiment réduire finalement le nombre de juniors, pas en termes de recrutement, hein, mais en termes de ce qu'on attend des développeurs, parce qu'on leur donne les outils pour tout maîtriser de A à Z et donc être senior et donc avoir la main sur leur processus de développement. Donc c'est ce qu'on appelle la Diamond Team, c'est un petit peu voilà, la topologie qu'on cherche à obtenir avec ça. Je passe rapidement, mais voilà, chez nous on utilise Notion, donc on documente énormément tous ces outils-là. Et on a des accès directs en prod, on documente comment accéder à nos clusters, on enregistre tous nos cours pour que tout le monde puisse y avoir accès. Voilà. On a des outils pour les code review qui sont très visuels, donc qui sont mis en place par les experts des langages. Il y a des règles, mais derrière, on a des outils visuels. Le développeur peut voir pourquoi la code review automatisée passe pas, etc. Tout est clé en main, finalement. Et alors le dernier point qu'on verra très rapidement, c'est apprendre à décider. Maintenant, nos développeurs, avec tout ce qu'on a fait, ils ont en main, ils sont capables de mener de A à Z leurs tâches, mais leurs tâches, elles sont encore assignées par le produit ou par les autres équipes. Et donc, ils n'arrivent pas à traiter leur dette technique encore parce qu'ils n'arrivent pas à prioriser. Et donc, la chose à faire, pour moi, c'est vraiment de faire passer les développeurs et les équipes tech d'exécutants à vraiment qu'ils aient un peu un rôle de décideur, ou en tout cas qu'ils participent à ce processus-là. Pour faire ça, il faut qu'ils aient du temps. Il n'y a pas de secret. La première chose, c'est s'assurer de collecter le backlog. Ça vient de chez Conto aussi, mais il faut qu'en quelques clics, quand vous êtes dans votre code et là, il y a un problème, c'est super galère de faire ça. Si en plus, vous devez sortir dans un autre outil pour aller loguer ou dire à telle personne, tiens, j'ai tel problème, il faudra qu'on y pense pour la dette technique, c'est encore pire, vous perdez encore plus de temps. Il faut que vous ayez un outil rapide. Nous, on a un petit widget en quelques clics. Vous pouvez dire, hop, là, il y a un problème de dette technique, ça part dans un backlog. Et on en reparle, mais au moins, ça se log très facilement. On a visuellement une liste des problèmes. Et derrière, il faut allouer du temps pour traiter cette dette technique. L'approche qu'on voit en général, c'est d'avoir un quota de dette technique par sprint. Moi, j'aime pas trop parce qu'on est en train de mettre en concurrence au sein du même sprint la tech et le produit. Et donc, en général, dans cette négociation-là, les techs, ils ne sont pas super doués. Surtout au départ, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ces enjeux-là. Ils ne savent pas bien négocier ça. Donc moi, l'approche qu'on a, c'est plutôt les cooldowns sprint. C'est-à-dire qu'on prend un sprint tous les 3-4 sprints et je dis gentiment au produit, le sprint planning, on le fait sans vous. Et on va le faire que pour nos problématiques à nous. En termes de bande passante, c'est la même chose. Mais au moins, on a un espace dédié et ça permet vraiment aux développeurs de tester et vraiment de goûter à ce que c'est que de prendre des décisions sur leur planning. Bien sûr, de se planter, mais d'apprendre et petit à petit être plus à l'aise avec cette notion de décision finalement. Voilà. Et comme on est à court de temps, je ne vais pas trop épiloguer sur où on en est maintenant et ce qui reste à se passer, mais globalement ce que je tiens à dire, c'est que tout ça, ça doit rester agile et donc ça reste volatile, incertain, complexe, ambigu. Il faut toujours raffiner et faire évoluer toutes ces démarches-là. On les remet en cause. Typiquement, ce que je vous ai expliqué sur le cooldown sprint, c'était bien au début. On va peut-être le revoir maintenant. Il faut expérimenter. Il n'y a pas de solution sur l'étagère. Tout ce que je vous ai mis là, prenez-le comme piste de réflexion, de discussion. Il y a sûrement plein de choses qui ne marcheront pas pour vous. Vous n'en êtes peut-être pas au même endroit avec votre équipe, j'en sais rien. Donc globalement, n'oubliez pas, on est agile. C'est vraiment le cœur du message. Je vous remercie. J'espère que ça vous aura ouvert des pistes. Peut-être que lundi, vous aurez des nouvelles idées à proposer. Donc merci beaucoup pour votre attention.